Bonjour à tous, bienvenue pour la seconde édition de cette bibliothèque idéale d'Ophalice. Nous allons continuer notre série sur le roman et nous allons passer au Moyen-Âge et au XVIe siècle. Merci d'avoir été si nombreux à regarder cette première édition et j'espère que vous apprécierez ces deux livres que je vous propose. Alors nous continuons, bibliothèque idéale en effet parce qu'elle permet de constituer une culture classique et en même temps moderne, puisque vous verrez, tous les siècles sont représentés dans cette bibliothèque idéale et tous les genres. C'est ce que j'avais voulu montrer ici la première fois. Je renvoie à la première vidéo. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le Moyen-Âge avec la naissance du roman en français. Alors, je tiens à préciser qu'au Moyen-Âge, les romans sont écrits en vers, comme vous allez le voir un petit peu plus loin. Et ici, le roman qui doit faire partie de votre culture et qui doit faire partie des livres que vous avez lus, c'est Chrétien de Troyes avec Lancelot ou le Chevalier à la Charrette, 1176-1181. Alors, la véritable raison de lire ce livre, encore une fois, je rappelle ma méthode, il s'agit d'expliquer en quoi ce livre a changé ma vie. Et pour Chrétien de Troyes, la réponse est évidente, c'est que pour moi, il s'agit de la naissance littéraire des valeurs d'Occident. Ce que je veux dire par là, en un sens, on trouve dans ce texte ce qui constitue l'idéal chevaleresque chrétien, et c'est la racine de toutes les valeurs que nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir cueillir. Je pense par exemple au féminisme qui, selon moi, s'enracine dans ces romans chrétiens d'Occident du Moyen-Âge. Je vous rappelle que Lancelot est ce chevalier, il est prêt à tout, à sacrifier sa propre existence. Vous verrez dans le livre, il traverse de multiples épreuves afin de se montrer digne de l'amour. La femme est mise sur un piédestal, c'est le début de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la naissance d'une nouvelle conception du rôle de la femme. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, la société est totalement inégalitaire. Et on pourrait énumérer, comme on verra dans l'extrait que je vais lire tout de suite, d'autres vertus, notamment la merci, avec un Y. Et c'est un passage au début du roman où Lancelot est confronté dans un combat singulier à un autre chevalier. Le chevalier à la charrette s'accuse et se reproche quand il voit que son hôte le regarde. Puis il se rend compte que les autres aussi sont réunis pour le regarder. Tout son corps se met à trembler de fureur, car il aurait dû, pense-t-il, avoir mis fin depuis longtemps au combat en triomphant de son adversaire. Alors, il le frappe de son épée qui menace de tout près sa tête, et il fond sur lui comme un ouragan, le pousse, le presse tant que l'autre doit reculer. Gagnant sur lui du terrain, il le mène tant et si bien que l'autre manque de souffle et n'a plus de ressources pour se défendre. Alors le chevalier se souvient qu'il avait grossièrement fait allusion à la charrette. Il le déborde et l'arrange si bien qu'il ne lui laisse intact ni lacet ni courroie autour du col de son haubert. Ainsi, il peut faire voler de sa tête le haume et glisser l'aventail. Il le fait souffrir et le malmène jusqu'au moment où il le tient à sa merci. Comme l'alouette qui ne peut plus résister à l'émerillon une fois que débordée et dominée par son vol, elle n'a plus de recours, ainsi son adversaire couvert de honte se met à implorer sa grâce, n'ayant plus rien d'autre à faire. En entendant sa requête, sans le toucher ni le frapper, il lui demande « Veux-tu que je t'accorde grâce ?» Voilà un très beau passage où le chevalier ferait preuve de merci, de cette valeur de compassion qui consiste à épargner l'autre alors qu'on pourrait très bien mettre un terme à sa vie. On change de registre avec notre deuxième roman de cette période Moyen-Âge-Renaissance et on va rejoindre Rabelais avec son Gargantua, 1534. Et là, on touche, enfin donc là, il y a un saut de géant dans la littérature et on touche à un des monuments de notre littérature. On touche à un monument de la France qui est l'œuvre rabelaisienne. Je voudrais citer Louis-Ferdinand Céline pour résumer l'impact de Rabelais. Ce qu'il y a en effet de bien chez Rabelais, dit Céline,
c'est qu'il mettait sa peau sur la table. Il risquait. La mort le guettait et ça inspire la mort. Alors là, on voit un des célèbres passages de Gargantua au chapitre 12, où Gargantua, moqué par les Parisiens, décide de leur faire pipi dessus. Donc Gargantua, ce sont les chroniques d'un géant. Dans la première partie du Gargantua, on nous décrit l'éducation dont Gargantua est l'objet par son père Grangousier, par Ponocrates, et dans la deuxième partie, ça serait l'application de l'éducation de Gargantua avec les guerres picrocolines où Gargantua, tel un François Ier, doit faire preuve de sagesse et de décision en vue de la victoire. Et en fait, si Gargantua est une œuvre si magistrale, c'est qu'elle n'a jamais cessé de poser des questions énigmatiques de son interprétation, c'est-à-dire que signifient ces chroniques de géants, mais surtout de frapper la littérature française par son sens profond de l'ironie. On a l'impression que Rabelais nous dit quelque chose et il nous dit le contraire. On est dans un chapitre, là aussi, célèbre pour les Rabelaisiens, moins célèbre pour les écoliers, puisqu'il n'est jamais cité dans les manuels scolaires. C'est le passage où, dans son éducation, Gargantua invente le meilleur torche-cul du monde. Et ici, on a un moment où, après avoir inventé un petit poème, eh bien, Gargantua démontre son savoir. Retournons, dit Grangousier, à notre propos. Quel, dit Gargantua. Chier? Non, dit Grangousier, mais torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer un bussard de vin breton si je vous fais quino en ce propos? Oui, vraiment, dit Grangousier. Il n'est, dit Gargantua, pas besoin torcher le cul. Sinon qu'il y ait ordure. Ordure, ni peut-être, si on a chié. Chier donc, nous faut, devant que le cul torché. Oh, dit Grangousier, que tu as bon sens, petit garçonnet. Ces premiers jours, je te ferai passer docteur en Sorbonne, par Dieu, car tu as de raison plus que d'âge. On voit bien ici, par ce propos, encore une fois qu'on retrouve peu sur les bancs de l'école, comment, au XVIe siècle, Rabelais a le courage d'attaquer bille en tête la Sorbonne, à savoir l'institut du savoir le plus puissant de son époque, sans avoir le moindre frisson de peur. Donc, on arrive à l'issue de notre deuxième épisode. Je vous souhaite une bonne lecture, quelques recommandations bibliographiques. Alors, pour Chrétien de Troyes, Lancelot, le chevalier à la charrette, je vous renvoie pour les collégiens et lycéens aux étonnants classiques chez Flammarion en 2012. Et je vous renvoie pour Gargantua à une édition malheureusement qui a disparu mais qu'on peut trouver sur Internet, les éditions Larousse, Jeunesse, Marie Butz en 1910, qui est l'une des meilleures éditions qui a été faite pour les enfants et encore une fois malheureusement qui n'est plus éditée. Bonne semaine et à la semaine prochaine.